Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, Բելգահայի եթերում հայերի հարյուրամյա ուղին Բելգիայում ծրագիրն է եւ նրա մշտական վարողներ Նիկոլա Տավիթյանը եւ Արմինե Հարեյանը։ Bonjour et bienvenue sur notre émission sur Belgahai, 100 ans de parcours arménien en compagnie d'Arminé Hareyan et Nicolas Tavitian. Բելգիայում հայկական կառույցների հիմնադրման 100-ամյակին ընթരാճ մենք փորձում ենք Նիկոլայի հետ միասին ձեզ ներկայացնել մեր համայնքում բնակվող հայերին, մարդկանց, որոնց կյանքը լեցուն է եղել հետաքրքիր իրադարձություններով եւ պատմություններով, որոնք հասել են հաջողությունների եւ վայելում են հասարակության հարգանքը եւ նաեւ պատրաստ են կիսվել իրենց պատմություններով եւ խորհուրդներով։ Այդպիսի կերպարներից է Միհրան Դավիթյանը, որն այսօր մեր տաղավարում է։ Եթե դեռ չեք հասցրել կռահել, ապա ասեմ, որ նա նաև Նիկոլայի հայրիկն է եւ այսօր մենք ականատես կլինենք հայր եւ որդի զրույցի կամ եթե կուզեք երկու սերունդների բախման դրական իմաստով իհարկե։ À la veille du 100e anniversaire de la fondation des institutions arméniennes en Belgique, nous sommes heureux d'avoir l'occasion de vous présenter des Arméniens vivants dans notre communauté, vous le savez, des personnes dont la vie a été pleine d'événements et d'histoires intéressantes que nous les invitons à nous raconter. Nous les invitons à partager leurs histoires avec nous et surtout avec vous. Parmi ces personnalités figure Miran Tavitian qui se trouve être aussi le père de l'un de nous, c'est-à-dire moi-même, Nicolas Tavitian. Et tout de suite, bonjour Miran. Bonjour Nicolas, bonjour Arminé. Heureux d'être ici. Պատմեք ձեր մասին, պարոն Տավիթյան, ով եք, ինչով եք զբաղվում եւ որտեղից են գալիս ձեր արմատները։ Ես Ֆրանսահայ եմ, ծնած եմ 1924-ին, ներոժն 1926-ին, ծնողքս Բորիսեն եկան, հայրիկս օրֆելինայում տնօրեն էր, այնպես որ մանկությունս at musique avec ces petits garçons. Oui. J'ai grandi avec ces petits garçons. C'est intéressant de noter que je suis né apatride et je n'ai été naturalisé français qu'à l'âge de 6 mois. C'est un bébé qui a été naturalisé français. Je ne vais pas définir ce que c'est qu'un apatride, mais mes parents avaient perdu la nationalité turque. Ma famille venait d'Istanbul, je l'ai dit. Du côté paternel, il était apparenté aux Karagosians. Le père de mon père... excusez-moi. Le père de mon père était médecin à Istanbul et le père de ma mère était avocat à Istanbul. C'est-à-dire que c'était la bourgeoisie inségrée et mon grand-père maternel en particulier avait été comme avocat, avait fait un gros effort d'information, d'intégration dont il a été mal récompensé par la suite. Ils ont tous été expulsés brutalement à l'arrivée de Kemal Atatürk. 2 mots sur les origines de la famille. Donc, du côté paternel, mon grand-père, médecin, avait son père qui avait été employé des douanes à Hagen, dans le nord de l'Anatolie. Et donc, mon grand-père avait fait ses études de médecine, d'abord à Istanbul et ensuite à Paris. Et il avait voyagé en 3e classe dans un bateau avec son matelas. Nous avons les mémoires de mon grand-père. Il avait voyagé avec son matelas jusqu'à Paris. Après, mais j'abrège. Donc du côté paternel, ma grand-mère était Karagosian. C'était une famille d'hommes d'affaires qui sont partis aux États-Unis et ils ont joué un rôle déterminant parce que c'est Miran Karagosian qui a créé
la fondation, l'orphelinat, qui a recueilli les orphelins. J'en dirai quelques mots sur votre deuxième question. Mais les Karagosian, c'était une famille de banquiers, mais ma grand-mère n'était pas banquière, elle était passionnée de Schopenhauer, triste, adorait l'automne, et j'étais un peu en réaction. C'est elle qui s'est occupée de nous pendant que mes parents travaillaient au Liban, mais c'est une autre histoire. Merci. Voilà. Oui, alors là, tu as expliqué comment tes ancêtres, enfin tes parents en réalité sont arrivés en Europe. Est-ce que tu peux nous parler de ton enfance? Donc tu disais tu es né apatride, tu es devenu français à 6 mois. Comment est-ce que c'était de grandir en France dans les années 30 et dans les années 40? Oui, alors j'ai pensé en réfléchissant, il y a 3 images qui me viennent à l'esprit. La première image, c'est cet orphelinat. En fait, on évitait le terme d'orphelin, San, que c'est San, les filleuls. C'était les filleuls. Le home, on évitait le terme d'orphelinat. On parlait de home, et le home, c'était à la mémoire du fils de Milan Karagosian, qui avait été victime de la grippe aviaire de la grippe espagnole en 1917. Donc l'orphelinat, Home, avait été créé à l'intérieur, à la mémoire de son fils. Voilà. Et donc tu as grandi dans cet environnement, alors, et puis ensuite hors de cet environnement, comment est-ce que c'était pour toi? Alors c'était mes copains, c'était un îlot arménien au milieu de la vallée de la Loire. C'était un îlot arménien de culture, d'éducation et même d'art. Le principe, c'est que ces garçons devaient recevoir une formation d'apprentissage. Et de ce point de vue, c'était un pionnier par rapport à l'époque, parce que les Arméniens à l'époque voulaient faire des études universitaires, mais Milan Karagosian disait il faut qu'ils aient un métier pratique. Et on avait des ateliers où ils se formaient. C'était un véritable îlot où beaucoup d'intellectuels arméniens essayaient de reconstituer l'image de l'Arménie d'Istanbul. Mais ça, c'est une première étage. Et là, on a été reçu progressivement, on a conquis l'intérêt du voisinage. Les fermiers, le mécanicien, etc. Parce que les enfants allaient faire travailler chez le mécanicien. On a gagné l'estime des voisins de la ville au clair. C'était la ville. Mais par contraste, la deuxième image pour moi de mon enfance, c'est la xénophobie qui avait une certaine partie de l'opinion française qui était complètement anti-arménienne. Il y avait des reportages de gens qui sont, je parle des années 30, des reportages de gens qui étaient allés faire des reportages dans les villages, déjà les communautés arméniennes dans la banlieue parisienne, à ici les Moulineaux ou Alfortville. C'était Khrushchev, ils avaient construit d'eux-mêmes sur un terrain vague leur maison, ils avaient constitué une communauté. Évidemment, pour un visiteur extérieur, ils étaient propres, mais par rapport au luxe parisien, c'était quand même repoussant. Et ça avait alimenté le racisme. À tel point que, lorsque les Allemands sont arrivés, il y avait une incitation à dire que les Arméniens sont peut-être apparentés aux Juifs, etc. Mais ça, c'était, contrairement à ce que Michel Mamourian décrit pour la Belgique, en France, ça n'a pas pris sérieux. Sauf que moi, je me souviens, au début de l'occupation, je faisais attention à mon nez parce que je craignais qu'on me prenne. Ça, c'est la deuxième image, la xénophobie. La troisième image que je vais mettre en avant, c'était l'image dans ces communautés, dans ces villages, à Issy-les-Moulineaux,
ou à Lyon, dans toute la vallée du Rhône, les Arméniens se sont installés. Je cherche le mot arménien. Travailleurs, ils sont imposés. Quelquefois, ils allaient travailler dans les usines au début, mais rapidement, ils essayaient d'en sortir. La majorité, pas tous, essayaient d'en sortir pour faire le marché, pour montrer leur entreprise. Et certains des sans de la Gaudinière sont devenus de gros des hommes d'affaires dans le domaine du textile. Je me souviens, Nicolas était allé faire un stage. Non, les souvenirs s'embrouillent, pardon, à couper. Mais il y avait quelqu'un qui nous a beaucoup aidé pendant la guerre, parce que l'occupation allemande a été très dure pour la famille. Il nous aidait, c'était un grossiste en fruits et légumes. Mais ça, c'est-à-dire qu'en 15 ans après leur arrivée, ils étaient devenus en majorité des indépendants, ils avaient leur métier. Mais le point, c'est que, je reviens en arrière, j'ai grandi, mes copains, c'était les SAN. Et c'est avec eux, en plaisantant, et j'ai appris aussi quelques gros mots que j'ai oubliés depuis. C'est avec Dommage. Moi, je dis heureusement quand tu dis dommage. 3 images de la communauté arménienne, cet îlot culturel dans le château, l'accueil très hostile des Français au lendemain de la guerre, et pourtant la France avait besoin de ces hommes pour reconstituer la race, et troisièmement, ces hommes, ces personnes qui ont percé peu à peu, qui sont fait eux-mêmes, qui sont intégrés totalement dans la société française. Pardon. Դուք խոսեցիք այդ հայատյացությունից, ձեր երկրորդ պատկերը հայատյացություններ, xenofobիան, որ պահից դա սկսվեց փոխվել ըստ ձեզ։ Ինչ որ մի պահից les Français ont changé leur vue et ils n'étaient pas plus aussi xénophobes qu'avant. Donc, à quel moment ça a changé? Question difficile. Je crois que ça a été graduel. Mais il y a quelques mythes qui ont beaucoup contribué au changement. Le mythe de Manoukian, qui menait la résistance, qui a été fusillé. Et ça, on a été aidé par le Parti communiste, feu le Parti communiste, Aznavour plus tard. Donc c'est tout au long de l'après-guerre que l'image des Arméniens a complètement changé, à tel point que maintenant on cite les Arméniens comme le modèle d'intégration. Mais ça n'était pas le cas dans les années 40, par exemple. Միգուցե նաև այն հանգամանքը, որ ֆրանսիացիները նկատեցին, որ հայերը աշխատասեր, comme vous avez déjà mentionné, աշխատասեր ժողովուրդ են եւ դա եւս օգնեց այդ պատկերը փոխելուն։ Եվ հարցում մնե Հարցում եւ նաեւ ձեր կարծիքը միգուցե որ քանի որ իրենք զգացին որ հայերը աշխատասեր են ուրիշ նկար մնա այսօր հայերը արտիստ են Aznavour եւ André Manoukian եւ այլն բայց հայերը հաջող ծծված են իբր մոդել d'intégration Voilà որ ուրիշ c'est l'identité multiple parce que intégration iets kunnen sanage menk yes iets tout qui Aznavour te hayenk te Եվրոպացի, te Կարիացի կամ Բելգացի, այնպես որ այդ նկարը կա identité multiple, որ c'est un contraste complet avec les batailles dans les médias actuellement sur l'identité chrétienne, l'identité musulmane. Nous sommes
comme beaucoup de Français, comme beaucoup d'Européens, nous sommes des identités multiples. Et il faut assumer cette identité. Moi, je suis français, d'origine arménienne, habitant en Belgique. 2 de mes enfants ont pris la nationalité belge et ma femme est anglaise. C'est l'identité multiple. Pardon. Alors justement, à propos d'identité multiple, tu es parti, tu as quitté la France à la fin des années 50 pour aller travailler à la Commission européenne. Et tu as même été l'un des premiers à y travailler. Qu'est-ce qui a motivé ce choix de carrière, ce déplacement? Pourquoi Bruxelles? Pourquoi l'Europe? À l'époque, j'avais terminé ma formation d'économiste et j'avais le choix, j'étais privilégié, j'avais le choix entre travailler à Washington à la Banque mondiale et travailler où le climat était très sympathique et la Commission européenne qui démarrait, et j'ai préféré l'Europe. D'abord, il y avait une raison très pratique. Nous allions nous marier et je pensais que avoir des enfants aux États-Unis, c'est pratiquement s'enfermer dans une langue anglaise complètement déformée. Je voyais mes amis à la Banque européenne, mes amis français, leurs enfants étaient complètement imprégnés par l'esprit américain dans les pires aspects de la langue. Donc il y avait cette raison, avoir des enfants en Europe. Et puis, il y a cette identité multiple dont on parlait. L'Union européenne, à l'époque, c'était la réconciliation des Français et des Allemands. Et je pensais à Katharikos Kalekhin, je crois, que mes parents ont connu, qui disait le rôle des Arméniens, c'est de rapprocher une nation. Malheureusement, ça n'est pas le cas aujourd'hui dans le Caucase. Mais ça vous donne une vocation parce qu'effectivement, travailler pour surmonter entre les pays du Nord et les pays du Sud, entre les Français et les Allemands, c'était un challenge fascinant. Ouais. J'ai répondu? Oui, oui, tout à fait. Vous avez fait quelques missions. Et ça m'a permis, je m'excuse, ça m'a permis aussi de participer à la renaissance de l'Arménie, parce que à partir de l'indépendance en 1990, je suis parti d'abord pour la Commission, et ensuite, à la demande de la Commission, et ensuite, comme consultant pour la Commission, je suis allé 4 ou 5 fois en Arménie, à l'époque heureuse de Yevon Del Petrosyan, où on espérait encore construire une Arménie démocratique. Heureuse, c'est-à-dire avant 92, avant la guerre? Avant la guerre, oui. Mais je dis heureux, c'est un mauvais mot. Parce que, en fait, c'était la période du blocus aussi. Oui. Et on travaillait dans des conditions terribles. Je peux raconter l'histoire, mes expériences dans les hôtels. Mais je dis heureux parce qu'on était plein d'espoir. J'interrogeais les parlementaires. Quelles sont vos priorités? Ils me répondaient tout est prioritaire. Évidemment, ce n'est pas une réponse, mais... Oui. Et tu es allé en tant qu'économiste pour essayer de développer des stratégies économiques pour l'Arménie. Oui, c'est ça. Pour différentes, 4 ou 5 missions différentes. Ես շատ լավ հասկանում եմ, որ երբ որ ասում եք heureux, parce que որովհետև այն ճիշտ է շատ դժվարին ժամանակներ էին Հայաստանի համար, բլոկադա, պատերազմ եւ այլն, բայց նաեւ հասկանում եմ, որ ինչու ենք երջանիկ, որովհետեւ վերջապես մենք ունեինք անկախ Հայաստան, այսինքն մենք ունեինք մեր պետությունը, որը շատ կարեւոր էր նաեւ աշխարհասփյուռ հայերի համար։ Ես շատ լավ հասկանում եմ, թե ինչու եք ասում երջանիկ, այո, դա է։ Եվ մեծ հույս էր կային։ Այո։ Դուք նաև ներգրաված եք եղել Բելգիայի հայկական համայնքում, եղել եք սոցիալական կենտրոնի նաև ղեկավար, նախագահ,
Այդ ժամանակներում, երբ որ դուք նախագահում էիք այդ կենտրոնը, ինչով էր զբաղվում։ Նախագահի փոխ նախագահի, որովհետև Արփակ Մխիթարյանը նախագահն էր եւ շատ կարևոր դեր Marc Mekhitaryan, juste une précision. Marc Mekhitaryan, qui est mort maintenant depuis longtemps, mais qui était un égyptologue célèbre, que beaucoup de gens encore en Belgique citent. Oui. Et dont la fille, dont les enfants sont actifs. Oui. Sa fille fait des productions. Je pensais qu'elle pourrait faire quelque chose pour la communauté d'ailleurs. Donc le centre social. D'excellentes productions. Elle est musicienne et oui, je fais sa publicité. Oui, alors, à Tieton et Natsu, Edouard Jekanin, Edouard Jekanin, il faut rendre hommage à lui. Nachakaej, Yev Hamainki Metche, Hin Hamainke, Chat Tcherva Tununej, Pasak Selou. Gilsemble Javanagin, at Javanagin, Diamanterne Jungorgen, Diamanterne Narkin, Arachin, Chat Por, que Perein. Pas la fiscalité s'était renforcée, c'était difficile, mais il y avait deux obstacles à surmonter. D'abord, l'acceptation par la communauté d'Arméniens qui ne parlent pas l'arménien, parce qu'ils arrivaient d'Anatolie, de Diyarbakir. Et la deuxième, c'est qu'il fallait de l'argent. Et il fallait se battre pour avoir de l'argent. Et nous avons plus facilement, à l'époque, des subventions des autorités belges, ou de la Fondation Karagosian d'ailleurs, que de la communauté arménienne. Parce qu'il y avait cette tension culturelle. Bon, mais pour l'accueil. La première mission, c'était d'accueillir les nouveaux arrivants. On travaillait avec l'Église, bien sûr. La deuxième mission, c'est de les soutenir, de les aider, parce que à travers tout le système d'aide qui est en Belgique, il faut un guide. Et nous avions, je dois rendre hommage à Hasmi Koumdjan, qui a joué un rôle absolument crucial avec Monique Lecoq. Et puis il y avait la troisième fonction qui était celle qui attirait le plus d'intérêt de la part des Arméniens du Liban, c'était l'école, la fonction d'école, celle qui continue aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis retiré, mais je crois que c'est la fonction d'école qui continue. Et là, ce qui est merveilleux, c'est de savoir qu'il y a 3 ou 4 centres de formation en arménien. Et mes petits-enfants en ont profité un petit peu. Voilà, alors ce centre, ça a été difficile à démarrer. Une fois qu'il a démarré, il fonctionnait grâce à... moi, je me suis retiré. Ça a duré 20 ans. Arphak Mkhitaryan nous a quittés, je me suis retiré. C'est Monique Lecoq qui a joué un rôle crucial avec Agajosh. Et ce centre a contribué, on avait réussi, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, on avait réussi à lever des fonds qui ont aidé à la constitution du foyer arménien actuel. Ça, c'est pour les aspects matériels. Alors, pour les aspects spirituels, je pense que l'école a contribué, le centre social a contribué à l'intégration, en particulier de cette communauté. Je ne sais pas quelles sont ses activités maintenant aujourd'hui, je crois que c'est surtout l'aspect école qui continue. Mais l'intégration des Arméniens de Tchernak, ça je l'ai vécu de Diyarbakir.
Je l'ai vécu et ils sont intégrés. C'est un modèle de résultat. Oui, et d'ailleurs, le siège de la radio d'où nous parlons est dans le centre de l'AADB, qui sont justement des Arméniens venus de Turquie à cette époque. C'est ça. Voilà, donc la boucle est bouclée. Je voudrais élargir un petit peu le champ de vision pour parler des institutions communautaires d'une manière générale. Donc en Belgique, il y a des institutions communautaires, l'institution centrale, toutes sortes d'organisations. Dans quelle mesure est-ce qu'il est important, à ton avis, d'avoir des institutions communautaires pour servir les Arméniens de Belgique et quelles doivent être leurs priorités, quel est leur rôle? J'avais particulièrement travaillé cette question parce que depuis que je participe aux activités de la communauté arménienne, c'est-à-dire depuis les années 90, la question se pose continuellement. Il y a beaucoup de choses à faire et on a peu de moyens pour le faire. Mais je vais essayer de répondre peut-être d'une façon un peu abstraite. En disant, je crois qu'il y a 4 missions. Idéalement, il y a 4 missions. D'abord, il s'agit de marquer concrètement la solidarité entre Arméniens. L'Église joue son rôle, on parlait avec ces dames tout à l'heure, mais au-delà de l'Église, il y a une mission d'assurer la solidarité entre Arméniens. Ce que le comité s'efforce de réaliser en dépit de la diversité culturelle. Nous savons que les Arméniens sont très divers. La deuxième mission, c'est de représenter cette communauté auprès des autorités belges. Et ça, elle le fait magnifiquement. Et auprès du public belge. Passage à la télévision, etc. La troisième mission, c'est de développer des actions communes avec d'autres communautés de diaspora, et notamment nous sommes un peu sous la coupe de la diaspora arménienne de France, mais on pourrait faire davantage. Il y a eu la tentative de UGAB Europe, je veux dire. Il y a une mission de travailler avec les autres. Et enfin, la quatrième mission, c'est d'assurer l'unité intérieure de la communauté, malgré les divergences qui existent. J'ai oublié le soutien à l'Arménie, oui. Dans le troisième, les actions communes, il est évident que le soutien à l'Arménie est une fonction essentielle. Oui. Je ne l'ai pas mentionné, mais c'était dans ma préparation, j'ai oublié de dire. Բելգիայի հայ համայնքն այս տարի նշում է համայնքային կառույցների 100-ամյակը, նաև վերջերս տեղի ունեցավ հանդիսավոր գալա ճաշկերույթը, որին դուք եւս մասնակցում եք, եւ այդ ճաշկերույթը այս տարի նվիրված էր նույնպես հայկական համայնքային կառույցների 100-ամյակին։ Կուզենայի հասկանալ ինչ զգացողություններ են ձեզ մոտ առաջանում, երբ որ լսում եք 100-ամյակ համայնքային կառույցների 100-ամյա պատմություն, ինչ զգացողություններ են ձեզ մոտ առաջանում։ Oui, quel est le sens pour toi du centenaire de la communauté arménienne de Belgique? Quelles émotions, quels sentiments, quelles réflexions est-ce que ça suscite pour toi ou... Ah oui. Voilà, si ça en suscite. Mais c'est deux choses. C'est d'abord le souvenir. Excuse-moi, précisons pour notre public que tu as 97 ans. Donc tu es bien placé pour en parler. Exactement. Oui, mais je n'étais pas là à la création. Nous sommes arrivés, nous avons fondé notre famille avec Anne en Belgique en 1962 et c'est assez tard, très absorbé par le travail à la Commission européenne,
En fait, j'ai découvert la communauté arménienne au moment de la création de l'Église, car nous allions de temps en temps à l'Église. Et ça devait être dans les années 80, je crois. D'ailleurs, je crois que notre nom est inscrit sur les pierres de l'église. La période la plus intense pour moi, c'était la période du centre social arménien, des années 90. Cette bataille pour accepter par l'ancienne communauté qu'il y avait de nouveaux arrivants. Et c'est un travail très intensif où je dois rendre hommage, j'aurais dû le dire tout à l'heure, au pasteur Cyréas, qui a joué un rôle très important dans cette création du centre social. Et puis, le plaisir de voir le plaisir un peu triste aussi de voir le renouvellement récent du comité avec la participation intensive des nouveaux arrivants, avec des tâches nouvelles qui changent tout le monde, avec la perte de l'Artsakh, le besoin de solidarité avec l'Arménie s'intensifie. Voilà, le comité a joué son rôle, il a accueilli les Arméniens pendant 100 ans. Il essaye toujours de prendre des initiatives nouvelles et surtout, il assure la solidarité entre les Arméniens en tant qu'identité multiple vis-à-vis de la mère patrie, l'Arménie. Il s'agit toujours de prononcer le mot mère patrie, parce qu'à l'époque communiste, c'était un peu abusé. C'est vrai. Ah oui. Merci. Soviétique. Alors, la question suivante, donc là on a parlé de grandes questions institutionnelles, communautaires. La question suivante est beaucoup plus intime, beaucoup plus proche, beaucoup plus quotidienne. Est-ce qu'il y a une tradition arménienne, une pratique, quelque chose qui t'attache à l'héritage arménien qui est particulièrement important pour toi ou que tu affectionnes tout particulièrement? D'ailleurs, c'est une question pour vous deux. Ah, On va discuter. je ne suis pas l'invité aujourd'hui. C'est pas grave, Oui, mais tu fais partie de la famille. Il y a 3 ou 4 questions clés. Il y a la langue, l'histoire, l'art, surtout l'architecture, l'église. Ça, c'est les éléments positifs. L'élément plus difficile, c'est la difficulté de tenir une réunion en arménien. Ça, c'est une chose que je voudrais bien faire évoluer, mais maintenant, je suis trop vieux pour le faire. Mais la chose que je voudrais mettre en avant en réponse à votre question, c'est quelque chose que je sens très fort chaque fois que je rencontre un Arménien ou un demi-Arménien, c'est la sensibilité des Arméniens. Il y a quelque chose dans notre sensibilité qui nous fait porter vers les autres. Et c'est ça, je sais que c'est pas quelque chose d'aussi concret que la célébration du génocide, par exemple. Mais il y a une entité arménienne qui nous porte vers la sensibilité, l'ouverture vers l'autre. Quelquefois ça devient un ego surpeuplé. Ça existe aussi chez nous. Mais quand même, le cœur de l'arménité, pour moi, c'est cette sensibilité que l'on trouve dans la musique, dans la littérature et dans les relations quotidiennes. L'ouverture de cœur. Un ami français me parlait de l'hospitalité arménienne. C'est encore une manifestation de cette sensibilité, l'ouverture à l'autre. Malheureusement, dans la région du Caucase, ça ne facilite pas toujours les choses. Mais voilà, je sais que ma réponse n'est pas très satisfaisante.
Non, Mais non, je pas du crois tout. que- Elle est parfaite, mais puisque Arminet m'a invité à la compléter, je voudrais ajouter quelque chose qui, en tout cas pour la famille, est particulièrement important, c'est le Noël arménien, puisque notre famille est arménienne de France au départ. Et on a, jusqu'à maintenant, on célèbre le Noël arménien à Paris avec toute la famille. Donc, y compris maintenant, il commence à y avoir des branches de la famille assez dispersées. Et c'est le moment où tout le monde se réunit. Et d'une manière générale, tout le monde y est. Oui, en fait, c'est ça que je voulais savoir. Եվ նաև կուզենայի հարցնել, արդյոք դու ունես հիշողություններ մանկությունից Ինձ համար։ Այո, քո համար թե ինչ հայկական, նոելը արդեն ասեցինք, ինչ հայկական հիշողություններ ունես դու քո մանկությունից։ Ah oui, ça va être une longue réponse. Mais Ամենակարևորները։ écoute, très rapidement, par exemple, mon grand-père travaillait au Liban. Oui. Et on est parti au Liban comme enfant. Et donc la découverte des Arméniens du Liban. Évidemment, les Noëls arméniens, les orphelins à l'époque, donc les orphelins avec lesquels mon père a grandi, se retrouvaient le 14 juillet pour un barbecue à l'endroit de l'orphelinat. Parce que ce que mon père n'a pas dit, c'est que l'orphelinat a brûlé, mais est dans un endroit De magnifique. barbecue. L'histoire ne le dit pas, mais non, en principe non, à cause du circuit électrique du bâtiment, je crois. Mais il se trouvait dans une magnifique forêt, et ensuite les orphelins se retrouvaient pour un pique-nique le 14 juillet. À côté des ruines du château. Et voilà, et donc Ouais. ça c'était une magnifique fête arménienne tous les ans. En réalité, c'est comme toujours, on n'est pas allé, comme enfant, j'y suis pas allé si souvent, mais quand j'y suis allé, voilà, j'en ai gardé un souvenir impérissable et j'exigeais que mes parents nous y ramènent, mais ils oubliaient toujours. Պարոն Դավիթյան, դուք նշեցիք ինչպիսին էր լինել հայ 30-ական, 40-ական թվականներին Ֆրանսիայում։ Հաջորդ հարցը, որ ես կուզենայի տալ, ինչպիսին է լինել հայ հիմա Բելգիայում։ Արդեն բավականին տարիներ ապրում եք Բելգիայում եւ արդյոք դժվար է, արդյոք հեշտ է, ավելի հեշտացել է այդ հայկական ինքնությունը պահպանելը Բելգիայում եւ ինչպես եք ձեզ զգում, երբ որ դուք օտարներին ասում եք դուք հայ եք։ Երկու դեսակ պատասխան կա։ Առաջին դեսակը անևոր գետեմյուս երկիներուն պարտադեք Belgican idéal d'Hermenay. C'est un pays d'accueil pour des raisons démographiques, etc. Nous savons que la Belgique est particulièrement accueillante, elle respecte les droits de l'homme, etc. Et c'est facile de s'allier. La politique belge est très compliquée, mais je crois qu'on arrive à faire des alliances. Ça, c'est... je dirais le premier niveau. Mais il y a un deuxième niveau, c'est les conditions de l'intégration. Comment est-ce qu'on peut devenir belge en restant arménien, en gardant sa identité arménienne? Et ça dépend de l'école, ça dépend de nos activités. Moi, je suis très mal placé pour me prononcer parce que j'ai une position privilégiée avec le travail à la communauté européenne. Je suis un peu observateur français, mais je constate quand même que la plupart des personnes qui sont arrivées en Belgique se sont intégrées. Il y a eu un travail d'intégration, même si le système scolaire laisse quelquefois à désirer. Je ne sais pas s'il y a eu des discriminations dans les entreprises, mais j'ai l'impression que par rapport à d'autres minorités, les Arméniens sont assez bien servis et appréciés. Alors, vous avez parlé aussi des difficultés de monter une entreprise. Je crois que vous en avez parlé. Ça, j'ai pas l'impression qu'on soit mal placé par rapport à la France ou à l'Allemagne. Autrement dit, je crois que la Belgique est un bon pays d'accueil du point de vue économique, et du point de vue identité et du point de vue culturel. Mais je ne vais pas faire de la propagande. Personne. Et
la facilité, la détente avec laquelle les Arméniens de différentes origines se retrouvent à Bruxelles ou à Anvers. Je ne suis pas allé voir comment ça se passait. Je suis certain que dans la vallée du Rhône, à Valence ou à Vienne, l'ancienne communauté arménienne est beaucoup plus forte. Elle a été beaucoup plus intégrée. C'était Oui. parce qu'ils ont travaillé dans les usines, ils ont une tradition plus solide. Mais ce serait intéressant de faire une comparaison. Là-bas. Eh bien, notre programme touche à sa fin, Arminé. Oui. Comme vous pouvez le constater, le temps passe très vite quand on est en bonne compagnie. Merci beaucoup, Miran, de nous avoir fait voyager un peu dans le temps pendant cette émission. Այո, շատ արագ է թռչում ժամանակը, լավ ընկերակցության դեպքում եւ իհարկե մենք շնորհակալ ենք ձեր, որ ընդունել եք մեր հրավերը, շնորհակալ ենք ձեր ներկայության համար եւ շնորհակալ ենք հատկապես ձեր պատմությունները մեզ հետ կիսելու համար։ Դե ինչ սիրելի ունկնդիրներ, այսքանով ավարտում ենք մեր հաղորդումը, հուսով եմ, որ այն ձեզ համար նույնպես հետաքրքիր էր, ինչպես միշտ սպասում ենք ձեր արձագանքներին եւ առաջարկություններին։ Հետևեք Բելգահայի եթերին, մեր հաջորդ հանդիպումը բաց չթողնելու նպատակով։ Ձեզ մաղթում ենք հաճելի երեկո եւ մինչ նոր հանդիպում։ Voilà, chers auditeurs, notre émission se termine. J'espère que cette rencontre avec Miran Tavitian vous aura intéressé. Ceux qui auront la possibilité de nous suivre sur YouTube pourront donc voir le visuel également, s'ils le souhaitent. Nous serions ravis d'entendre, de lire vos réactions et vos propositions. Vous pouvez le faire, vous pouvez nous les faire parvenir sur notre page Facebook ou à notre adresse dont chacun se souvient, sans temps de parcours arménien, @gmail.com. Ne manquez pas notre prochain rendez-vous sur Belgahai et donc à la prochaine fois. Merci de m'avoir obligé à remuer tous ces souvenirs et de m'avoir forcé à réfléchir. Merci à toi, Miran. Merci beaucoup. Et Au bon revoir. succès pour Belgaï. Merci.